Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. De la tension ce matin à l'Assemblée nationale. L'opposition parle de forfaiture contre la démocratie et le respect de l'état de droit. Tierno Bokoum soutient que la convocation pour l'installation des bureaux des commissions a violé le règlement intérieur de l'institution. Le ministre de l'économie et des finances disqualifie le rapport qui classe le Sénégal 25e parmi les pays les plus pauvres dans le monde. C'était devant le représentant du Fonds monétaire international en Afrique qui a loué les efforts du Sénégal qui vise un taux de croissance de 6% en 2016. L'entente qu'à Dakar contre-attaque après la décision du gouvernement de transférer la gestion des ordures à l'UCG. L'organisation va saisir la Cour suprême pour contester le décret de transfert. Omar Sankaré inhumé cet après-midi. Le professeur de lettres qui s'est éteint hier à l'âge de 65 ans repose désormais dans la capitale du rail. Et puis à suivre en fin de journal le dossier économique qui s'intéresse au dernier classement Doing Business 2015 où le Sénégal a gagné 17 places. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Installation ce mardi des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'hémicycle et les députés de l'opposition divisés sur les listes présentées. Ils dénoncent la non-tenue de séances plénières et le non-respect du règlement intérieur de l'institution. Fatou Kinedem, Tierno Laurent Mendy, les forces de l'ordre étaient bien visibles à la place Soweto. Des forces de l'ordre déployées, un dispositif sécuritaire depuis l'ancienne ambassade des États-Unis. Les portes de l'Assemblée nationale fermées aux journalistes. L'installation des commissions permanentes de l'Assemblée nationale se tient à huis clos. Un bureau décidé, une opposition très en colère sur le fonctionnement de l'hémicycle. Les listes des candidats présentés sont ratifiées en séance plénière par l'Assemblée et publiées par le président. Vous avez vu qu'il s'est tenu aucune séance plénière. Il n'y a pas eu de liste ratifiée. Aujourd'hui, on convoque des membres de commission qui n'existent pas. Donc on est en train de fouler au pied le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ce qui est inacceptable. Au non-respect du règlement intérieur, les libéraux et démocrates dénoncent. La bataille s'annonce rude. Nous allons nous opposer à cette forfaiture au nom de la loi. Parce que c'est la loi qui doit déterminer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et non la volonté des uns et des autres. S'il y a élection, cette élection est illégale. Ces députés avaient menacé de combattre ce qu'ils qualifient d'injustice dans les prises de décision à l'hémicycle. L'installation des 11 commissions pourrait à nouveau diviser les parlementaires. Nous restons toujours en politique avec l'AFP qui veut s'ériger en bouclier autour de son secrétaire général Moustapha Niasse. Le porte-parole des progressistes compte répondre à tout dérapage verbal avec une virulence de la même envergure. Le docteur Malick Diop et compagnie faisaient face à la presse ce matin. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. Qu'on se le tienne pour dit, l'Alliance des forces du progrès ne va plus accepter des attaques contre son secrétaire général. Tout dérapage verbal inconsidéré à l'encontre de Moustapha Niasse sera traité de la même envergure, selon son porte-parole. Trop c'est trop, il faut qu'on arrête cela. En spécifiant, bien entendu, les éléments d'alerte, les éléments de riposte qui seront mis en place. Si ceux qui s'égosillent aujourd'hui outrepassent la loi, bien entendu, naturellement, on est dans un pays de droit. Tous les voies et moyens seront utilisés pour que ceux-là qui ont outrepassé la loi soient mis dans un ordre normal. Des départs sont notés au sein de cette formation politique, l'AFP, au profit du grand parti de Malick Gakou. Le docteur Malick Diop estime que tout parti a des soubresauts, mais leur formation politique fonctionne normalement. Un parti politique de masse. Un parti politique de masse est un parti politique qui bouge, est un parti politique qui parfois a des soubresauts. Et le plus important pour ce parti politique, c'est quand il y a des soubresauts, aller de l'avant, aller plus en avant. Et c'est ce que l'AFP a montré. L'AFP n'a pas montré, n'a pas donné des réponses orales.
L'AFP a donné des réponses sur le terrain. Le Sénégal, parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, le docteur Malick Diop estime que ce rapport doit être analysé avec des pincettes. Ça n'a pas d'impact parce que j'ai une lecture économique. J'ai une lecture purement économique. Et la lecture économique, aujourd'hui, me donne des éléments précis. On a fait un focus dans l'investissement agricole, agriculture. Ce qui s'est passé cette année, c'est l'abondance en termes de pluviométrie. Ça nous amène où? Ça nous amène à 6% l'année prochaine. Face à la presse ce mardi, le porte-parole de l'AFP tenait à apporter des précisions sur les récents événements survenus à l'Assemblée nationale où son mentor reçoit depuis quelque temps des attaques verbales. Fatou Bintou Kanté, ce rapport, nous en parlons de l'intox selon le ministre de l'économie et des finances, le représentant du Fonds monétaire international en Afrique également sur la même longueur d'onde. Amadou Ba soutient que le taux de croissance du Sénégal a connu une hausse. Il est estimé aujourd'hui à 5,3%. Il faisait face à la presse ce matin. Compte rendu signé à Fatima Ba et Mohamed Dia. Le Sénégal, parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, une fausse information, dicte le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, d'ajouter que ce rapport n'est pas celui du FMI. Une information dénuée de tout fondement, c'est une information absolument fausse. Je ne peux pas parler d'une information qui n'est pas sérieuse. On a accusé le Fonds monétaire à tort. Je pense que M. Roger Nord, qui est ici présent, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est le directeur adjoint du département Afrique. C'est lui qui a présenté les perspectives économiques de l'Afrique à Lima il y a quelques jours. Par le hasard du calendrier, il est au Sénégal, je pense qu'il pourra parler de cette question. Roger Nord, représentant du FMI en Afrique, confirme le ministre de l'économie. Le Sénégal se porte bien. Le taux de croissance en 2015 du Sénégal est supérieur à celui de la moyenne africaine. Et pour 2016, dans nos anticipations, ce sera de même. Est-ce que le Sénégal peut faire encore mieux? Bien sûr. Pour Amadou Ba, le taux de croissance du Sénégal a connu une hausse. Il est estimé aujourd'hui à 5,3% et pourrait atteindre les 6% en 2016. La richesse nationale va augmenter de 7 741 milliards à 8 150 milliards. Entre parenthèses, nous avons une petite divergence avec le Fonds monétaire qui nous demande d'être beaucoup plus prudent. Parce que nous pensions pouvoir faire 5,4. Le Fonds estime que c'est 5,3, c'est 0,1. Mais aujourd'hui, après l'hivernage, nous pensons pouvoir dépasser les 5,4%. Aujourd'hui, sur la base des prévisions, les Sénégalais vont avoir 567 000 francs. Où est la baisse? Maintenant, si vous exprimez la monnaie locale que nous avons, 550 000 ou 567 000, vous allez l'exprimer en yens ou en dollars ou en ougouïa, mais c'est des taux fluctuants, ça change. Peut-être même la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut donc que l'on fasse attention. Même si l'État du Sénégal et les FMI ont démenti l'existence de ce rapport, Decan estime qu'il y a des non-dits dans cette affaire. Nous restons avec le ministre de l'économie et des finances qui soutient que l'État du Sénégal va s'attaquer à d'autres entreprises comme Transrail ou Sénégal Airlines. Des réformes sont prévues pour essayer de les sortir du gouffre. En ce qui concerne la SUNEOR, des repreneurs se sont déjà signalés. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatima Ba. Nous sommes en discussion avec Abbas Jaber sur Transrail, mais là vous comprendrez que nous sommes avec le Mali, que c'est une affaire qu'on doit traiter avec le gouvernement malien. Saoudi Ben Laden, aujourd'hui, nous travaillons avec Saoudi Ben Laden pour trouver une issue heureuse. Sénégal Airlines et nous sommes en train de travailler sur Sénégal Airlines et peut-être l'année prochaine on s'occupera des questions d'énergie. Vous voyez un peu que nous avons hérité de situations difficiles qui méritent des réformes. Je vous l'annonçais en sommaire, l'entente Kadakar va saisir la Cour suprême pour contester le décret de transfert. Une annonce de son directeur général Moussatine qui faisait face à la presse cet après-midi estime que la structure qu'il dirige n'a pas été associée au processus de prise de décision. Dissa Prera, Tierno Laurent Mendy. De l'avis de Moussatine, le président de la République est mal informé de la situation de l'entente Kadakar. Il est induit en erreur, d'où cette décision de confier la gestion des ordures à l'UCG.
information yi mu waroon a am pour mën a apprécier situation bi jël aussi décision. Ce qu'on a compris après les propos du ministre des collectivités locales, c'est qu'il n'a pas la bonne information pour apprécier la situation et prendre une telle décision. Information yi ñu leen jox méngoowul ak li nga xam ne moom moo am réellement. L'entente Kadakar estime que le ministère des collectivités locales les a écartés du processus de prise de décision. D'après le directeur, la tutelle n'a pas pris soin de s'enquérir de la situation au sein de l'entreprise. Parce qu'on s'attendait à ce que l'autorité centrale nous convoqua pour nous demander justement notre avis sur les questions effectivement qui ont été posées. Aujourd'hui, l'autorité centrale ne sait même pas qu'il y a des cadres qui sont recrutés au niveau de la CAR et qui sont chargés d'animer les structures et d'exécuter la politique définie en matière de gestion des ordures dans le département de Rufisque. L'entente Kadakar ne compte rester les bras croisés. La structure a adressé une correspondance au ministère, mais aussi va saisir la Cour suprême. Que le président de l'entente Kadakar a déjà pris la décision. La première chose a été déjà faite, c'est de saisir les autorités pour relever les réserves qu'il a par rapport au procédé. La lettre a été envoyée aujourd'hui et à côté de cela, nos avocats ont reçu instruction d'attaquer le décret portant transfert de la compétence au niveau de l'ICG, au niveau de la Cour suprême. Donc pour demander justement l'annulation du décret pour violation de la loi, notamment violation du Code général des collectivités locales. Moussa Tine rejette en bloc tous les arguments avancés pour le transfert de compétences, la gestion des ordures enlevées à la structure. L'entente Kadakar va désormais s'occuper de la voirie et de l'entretien de l'éclairage public. Le transfert de la gestion des ordures à l'UCG a des soubassements politiques, c'est du moins l'avis de plusieurs observateurs. D'autres vont jusqu'à croire que ce transfert n'est que le prolongement de la bataille politique entre le régime en place et la mairie de Dakar. Aminata Maresso. La décision est prise de transférer le programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar. L'annonce est faite par le ministre de la Gouvernance locale. Désormais, la collecte des ordures à Dakar est confiée à l'unité de coordination pour la gestion des ordures en lieu et place de l'entente Kadakar, un transfert de compétences qui aurait des relents politiques pour cet analyste. L'UGC est sous la coupole du ministre de la Gouvernance locale. Donc le problème, c'est l'autonomie que par exemple Kadakar a pour gérer en tout cas tout le pactole en tout cas dévolu à la gestion des ordures. Aujourd'hui, le ministre au moins a une emprise sur cette unité, sur cette UGC-là, c'est-à-dire sur cette unité de gestion de ces ordures. Des manœuvres semblables au scénario de 2011. À l'époque, le régime d'Abdoulaye Wade avait confié la gestion des ordures à la Soprocène, contrôlée par le ministre de la Culture. On a dit que qui paye commande. Dès l'instant que le ministre dispose d'un pactole assez, en tout cas, consistant, c'est-à-dire les 10 milliards plus éventuellement les contributions venant des autres collectivités, dès l'instant qu'il détient l'ensemble de ce pactole-là, en réalité, par là aussi, peut-être il a un pouvoir d'influence sur certaines collectivités. Il est vrai que peut-être ça peut ne pas être pour l'ensemble des collectivités, mais au moins il dispose de moyens financiers pour pouvoir exercer une certaine influence au niveau peut-être de certains maires. Une bataille politique contre Khalifa Sall de l'avis de certains. Abdoulaye Diouf Sarr, c'est le ministre de la Gouvernance locale. Et lui aussi, c'est l'un des rares apéristes à gagner sa collectivité locale, c'est-à-dire celle de Yoff. Et Abdoulaye Diouf Sarr, c'est quelqu'un qui a toujours contesté le leadership de Khalifa Sall. Donc les gens voient aujourd'hui une continuité de la lutte d'Abdoulaye Diouf Sarr depuis qu'il a été ministre du Tourisme. Parce que c'est le même discours qu'il tenait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de traduire en acte même ce qu'il a toujours dit à l'endroit même de Khalifa Sall. L'entente Kadakar ne contrôle plus la gestion des déchets solides dans la capitale sénégalaise, une compétence pourtant transférée aux collectivités locales. Désormais, la collecte et le ramassage des ordures reviennent à l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, une structure rattachée au ministère de la Gouvernance locale.
Vaste opération de lutte contre l'insécurité dans la Petite Côte. La Légion Centre-Ouest a immobilisé 53 véhicules et 150 motos pour diverses infractions au code de la route. Une opération qui a mobilisé près de 750 gendarmes. Le point avec Chertidiane John. La Légion Centre-Ouest de la gendarmerie a mené une vaste opération de contrôle routier dans la Petite Côte. Objectif, prévenir les accidents, réprimer les infractions au code de la route, mais également barrer la route aux malfrats. 1487 personnes ont été interpellées et contrôlées. Nous avons procédé à l'arrestation d'une dizaine de personnes, notamment pour des délits de vol principalement. 3448 véhicules, dont 531 véhicules de type 4x4 ont été contrôlés également. 53 parmi eux donc, ont été immobilisés pour différentes infractions, notamment l'absence de visite technique ou bien le port de livres teintés non autorisés. À Somone, dans la nuit du 24 au 25, les hommes en bleu de la brigade ont saisi un véhicule avec à son bord 50 kg de chanvre indien. Mais la plus grosse en tout cas, saisie est celle de stupéfiants, donc notamment de chanvre indien, 50 kg de chanvre indien à bord d'un véhicule 405. En termes d'amende forfaitaire, les compagnies ont totalisé en 3 jours 1 377 000 francs d'amende forfaitaire pour réprimer les différentes infractions constatées sur la route. Cette vaste opération coup de poing a mobilisé 750 gendarmes, 40 véhicules et motos ont été engagés. La Légion Centre-Ouest compte multiplier et diversifier les modes d'opération sur l'ensemble de son secteur pour prévenir et réprimer les actes délictueux constatés. Direction le nord du pays, à présent des acquis dans la nouvelle politique agricole dans la vallée du fleuve Sénégal. Des acteurs de l'agriculture dressent un bilan satisfaisant un an après la tournée économique du chef de l'État. Matam, qui attend la plus grande superficie emblavée en hivernage, prépare déjà la seconde campagne de contre-saison pour accroître la production agricole. Ali Bandelnian. Cela fait un an que le chef de l'État, Macky Sall, était venu présider le forum de l'agriculture à Matam. Depuis lors, de nombreuses améliorations sont notées dans la culture irriguée. Au-delà de la mécanisation et de la mise en place à temps des intrants agricoles, l'engagement des riziculteurs a bien conduit à une superficie emblavée jamais atteinte à Matam. Les ambitions du président de la République sont d'être réalisées au niveau de la région de Matam et le riz est en phase épuisante. Lorsque le président venait l'année passée, les emblavures étaient moins que ça. Et maintenant, après le passage du président, ça a galvanisé les producteurs davantage. Avec environ plus de 6 000 hectares qui sont emblavés. L'année passée, on a atteint 5 000 hectares de riz ont été emblavés et récoltés, soit 84% de l'objectif qui nous a été fixé au niveau de Matam par le PRACAS et dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette année, nous espérons dépasser ce taux de réalisation après un an, jour pour jour, du passage du président de la République. Une double culture pour intensifier et accroître les productions rizicoles. Les paysans de Matam en pleine campagne hivernale préparent déjà la contre-saison. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de prendre des dispositions pour le remboursement des dettes, pour qu'on puisse aller très tôt en campagne fin de saison. Bon, c'est ce qui nous posait le problème, parce que si on ne rembourse pas tout, donc on aura des problèmes. Donc maintenant, nous les présidents, on est en train de prendre des dispositions. Avec la machine, vraiment il a fait des efforts. Il a amené des moissonneuses batteuses et ainsi de suite, des tracteurs. Il a fait beaucoup de choses. Il a vraiment investi sur le domaine de l'agricole. On est vraiment content de ça. Bon, on souhaite aussi qu'il augmente. On arrive à faire les doubles cultures, contre-saison et hivernage, on est capable d'atteindre l'autosuffisance. Avec un peu plus de 5 000 hectares de terre aménagée, à moins d'un an, les retombées de cette dernière visite du président de la République sont bien ressenties. Reste maintenant le début des travaux d'aménagement des 20 000 hectares de terre attendus dans les zones de Matam et de Bakel.
Ali Bandelian, inscrire tous les enfants de la commune dans les registres 2017. C'est le pari de la mairie de Ngongom. Dans cette commune du département de Bambey, beaucoup d'enfants ne disposent pas d'acte de naissance. Accompagnés par certains partenaires, la mairie a tenu un forum de sensibilisation sur la question. Mohamed Jodiop Talassambe. Faire en sorte que tous les enfants nés dans la commune de Ngogom soient inscrits dans les registres de naissance. C'est l'ambition du maire de Ngogom, Baboukar Ndiaye. Rien que l'année dernière, on a constaté que plus de 55 000 élèves n'ont pas pu faire l'entrée en 6e puisqu'ils n'avaient pas de pièce d'état civil. Donc nous sommes inspirés du moins de cette expérience vécue par tous les maires du Sénégal pour au moins se redresser, essayer au moins de donner à l'enfant son premier droit, c'est-à-dire le droit à l'enregistrement à l'état civil. Pour ce faire, en relation avec les partenaires, un forum a été organisé à Bambey-Serer. Objectif sensibiliser, puis rapprocher les centres d'état civil des populations. Avec notre partenaire World Justice Project, nous nous sommes dit qu'il faut venir faire des efforts à Ngogom et cela va tourner autour des sensibilisations, des renforcements de capacités, mais également de mise à disposition de matériel. Nous, avec nos partenaires, avec le budget que nous aurons, alors Inch'Allah, dès l'année prochaine, en 2016, nous allons alors délocaliser le centre d'état civil principal de Ngogom de Lambaye vers Ngogom, et tous les gens qui auront besoin alors d'état civil n'iront plus à Ngogom parce que c'est pour que alors l'état civil soit accessible aux populations. Ngogom, comme beaucoup de communes au Sénégal, rencontre beaucoup de difficultés dans l'enregistrement des enfants à la naissance. Les chefs de village, les imams et les responsables d'AEC seront impliqués dans ce combat pour l'inscription des enfants à la naissance. Nécrologie à présent. Le professeur Oumar Sankaré, décédé hier à l'âge de 65 ans, a été inhumé cet après-midi à Thiès. Dans ce reportage réalisé par TFM en février 2014, le professeur de lettres classiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar revient sur son parcours, ses problèmes de santé. Aminata Mbarisso. Professeur Oumar Sankaré, une vie pour l'école publique sénégalaise. Devant vous, actuel lycée Lamine Gueye à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que d'expériences vécues, que de personnalités formées. J'ai exercé dans tous les ordres d'enseignement. J'ai été professeur au lycée Van Vollenhoven, au lycée Malick Sy, au lycée Blaise Diagne. J'ai enseigné au collège Saint-Gabriel, où j'ai formé beaucoup de hauts responsables de l'Église, en particulier l'abbé Alphonse Seck, le vicaire du cardinal Adrien Sarr, a été mon élève au collège Saint-Gabriel. De même, l'abbé Augustin Ndiaye, le curé de la cathédrale, et tant d'autres et tant d'autres. Même j'ai enseigné à l'ENAM, où j'ai eu comme élève, entre autres, Mohamed Fall, le gouverneur de la région de Thiès, Boubacar Kamara, l'ancien directeur des douanes, qui est maintenant le président de la SOCOSIM. De la bonne graine issue d'une tige solide, le professeur Oumar Sankaré fait également la fierté africaine. Je suis le deuxième Africain agrégé de grammaire après le président Senghor. Je l'ai obtenu en 2011, 76 ans après le président Senghor. Mais auparavant, j'avais une première agrégation de lettres classées, ce qui fait qu'actuellement, je suis le seul Africain à être titulaire de 2 agrégations. Des années au service de l'enseignement, un riche bagage intellectuel qu'il porte fièrement, même si aujourd'hui des difficultés ralentissent son élan. Je suis malade, mais je n'arrive pas à me faire traiter. Actuellement, où je vous parle, je suis malade. Mais comme l'hôpital de Marseille n'a pas été payé, je ne peux plus y retourner pour faire des contrôles. Et vous savez, un professeur d'université qui va à la retraite, il touche moins de 300 000 francs par mois quand il va à la retraite. Donc vous voyez que ça, ce sont des difficultés. Et c'est pourquoi bon nombre de professeurs d'université, quand ils quittent l'université, ils vont enseigner dans le privé pour augmenter les revenus de fin de mois. Donc je crois que cette situation-là est inacceptable. Et ça ne motive pas ceux qui nous regardent, nos enseignants, nos étudiants et nos élèves.
Quoi qu'il puisse y avoir, le professeur tient à rester dans son Sénégal natal, dit-il, pour former sa jeunesse. Repose en paix, professeur. Nous parlons musique à présent. Cheikh Ndigello revient à Dakar après sa consécration à Budapest, en Hongrie, avec le prix Womex meilleur artiste de l'année. Une distinction, une consécration pour l'artiste heureux d'avoir une fois de plus hissé au sommet le Sénégal sur le plan musical. Aïssatou Païfal. Auréolé de gloire, le lauréat du prix Womex 2015, Cheikh Ndigello de retour au Bercail. 40 ans de musique couronnée de succès, un engagement panafricain célébré, une distinction ô qu'honorable pour l'artiste. Une distinction pareille et ne pas avoir des opportunités parce que je crois qu'aujourd'hui on vient du Womex. Le Womex, c'est le marché de la musique. Il y avait tous les acheteurs et tous les vendeurs. C'est un sentiment de fierté et voilà que je partage avec tous les Sénégalais et tous les Africains et toute la diaspora. Par ailleurs, il partage aussi la douleur de tous les Sénégalais après la disparition de son ami de longue date, Moussa Ngom. On lui rend les condoléances les plus attristées parce que Moussa Ngom, particulièrement, c'est un ami. On a vécu ensemble. Tout dernièrement, on lui demandait en Gambie quels sont tes amis au Sénégal. Pour citer, il a dit Cheikh Ndigello, Souleymane Faye. C'est ce qu'il a dit à la radio. Et ça, c'est une réalité parce qu'on a vécu ensemble. Mais bon, c'est la vie. Son chargé de communication félicite le chanteur aux multiples talents, car une fois de plus, le Sénégal est au devant de la scène, grâce à son style de musique. Encore une victoire de la musique sénégalaise. On en profite pour féliciter Charlot, son groupe et l'ensemble du staff, que ce soit ici au Sénégal ou en Europe. Tout à l'heure, je discutais avec un ami, je disais au moment où on dit que le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres au monde, on peut être fier de nous parce qu'au moins culturellement on est riche et on l'a démontré à plusieurs reprises. Sa grande dimension artistique à l'origine d'une consécration internationale, Cheikh Ndigello, le Baïfal, cartonne encore avec l'album Balballo. Le dernier élément de ce journal, à la 161e place en 2014, le Sénégal fait un bond de 17 places en 2015 selon le dernier classement Doing Business. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Quels sont les critères de classement des pays et quelle est l'utilité de ce type d'études? Élément de réponse dans ce dossier signé Dissa Prera et Mardia. La croissance économique est fortement liée à l'environnement des affaires, le Doing Business, un rapport qui étudie chaque année les performances économiques des pays. C'est un indice qui a été mis en place pour mesurer l'environnement des affaires. Et l'environnement des affaires, c'est un ensemble de décisions au plan du droit et autres qui organisent la vie de l'entreprise dans un pays. Autrement dit, est-ce que dans cet espace-là, qui peut être le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire, est-ce que cet espace est propice à faire du business? Et quand on parle de business, on parle d'entreprise. Donc, comprenez qu'il s'agit de la vie de l'entreprise. Une analyse détaillée de la réglementation des affaires, l'application effective des réformes, le Doing Business se base sur des critères précis pour la classification des pays. Parmi ces critères de sélection, effectivement, c'est la justice aussi. Est-ce qu'un étranger qui vient investir chez nous, est-ce que quand il y a un problème juridique, est-ce que ce sera très bien réglé? Est-ce que, voilà, administrativement, est-ce qu'un papier qui entre, il n'y aura pas de corruption? L'eau, le coût de production, l'eau, l'électricité, le carburant, la location, la fiscalité. Mais c'est un ensemble de critères qui vont de la durée qu'il faut pour la création d'une entreprise, le droit des affaires, comment est-ce qu'on peut régler les conflits quand on a, comment est-ce qu'on peut accéder au foncier, il y a un ensemble de... c'est composite. Le Doing Business est un indicateur utile pour les investisseurs directs étrangers, mais également un levier pour nos gouvernants. Ce sont des paramètres de mesure pour aider les étrangers, les investisseurs qui font le tour du monde à comprendre. Parce qu'un investisseur, quand il va dans un autre pays, il calcule ce qu'on appelle le risque pays.
il y a la démocratie, la paix, le risque ethnique, de guerre civile, au-delà maintenant des critères de productivité et de justice et de bonne gouvernance. Ça permet à une entreprise quand même de regarder le Sénégal à travers des agrégats. C'est un ensemble de déterminants qu'on essaie de comprendre et sur lesquels l'État peut agir pour corriger et éventuellement mieux s'organiser pour réaliser la prévision de croissance pour l'année 2015 par exemple. De la 161e place en 2014, le Sénégal est arrivé à la 171e place en 2015, un bond de 17 points acquis grâce à des réformes dans 6 domaines sur les 10 suivis par le Doing Business. Issa Prera, merci, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images.